Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match demain soir, deuxième manche entre Milan et le PSG à San Siro cette fois. À l'aller, les supporters parisiens avaient mis une ambiance de dingue dans le Parc des Princes. Là, le contexte sera un petit peu différent, notamment pour un Donnarumma par exemple, même s'il y a quand même 4300 supporters parisiens qui font le déplacement en Italie, ce qui est absolument énorme. D'ailleurs, j'en fais partie. Je poste la vidéo, je fonce à Bercy, 13 heures de bus pour se rendre sur les lieux du crime. Et même si je ne serai pas en parkage visiteur avec les ultra-parisiens, j'espère croiser des abonnés. N'hésitez pas à faire signe dans l'espace commentaire. J'ai déjà échangé sur les réseaux sociaux avec certains d'entre vous. Et puis en plus, après, je fais nuit blanche dans les rues de Milan parce que j'ai l'avion à 6 h du matin. Donc si vous voulez sortir, si vous avez des idées de bars, de boîtes de nuit, on est preneur. Voilà, revenons évidemment au match. Je commencerai par celui d'avant. Newcastle-Dortmund qui se joue donc avant le Milan-PSG. Si l'une des deux équipes l'emporte, au coup d'envoi, il y aura quelqu'un devant nous au classement. On sera repassé deuxième. S'il y a match nul, on reste premier au coup d'envoi. Mais par contre, si Newcastle ou Dortmund gagne, on aura quand même la pression. Tout ça pour dire que le match de demain ne doit pas être pris à la légère. Au-delà de l'ambiance, le contexte et tout ça, il y a une obligation de résultat, surtout que le Milan, on l'a vu à l'aller, est quand même une équipe assez faible qui à domicile n'a plus marqué depuis le 30 septembre. Voilà, ils ont mis 2 buts juste après le match aller contre le Napoli, mais c'était à l'extérieur, un match où ils font match nul 2-2, doublé d'Olivier Giroud, ils se font remonter. Ce week-end, ils ont perdu à Udinese, ils avaient perdu avant le match aller contre la Juve. Ça commence un petit peu à chauffer pour Pioli et ses équipes. Donc voilà, demain, il faut absolument gagner. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sera le Milan, qui est une équipe quand même qui doit mettre de l'intensité en fait. Voilà, qui sans cette intensité à la récupération du ballon n'est plus vraiment une équipe. Voilà, perd tout son sens. Et en plus, demain, ils auront un autre enjeu, c'est le poste de latéral droit, puisque Kalulu, qui était titulaire au match aller pour gérer Mbappé justement, ils avaient enlevé leur capitaine Calabria de l'équipe pour mettre un plan spécial Mbappé. Demain, ce sera probablement Calabria qui, je pense, devrait souffrir plus que Kalulu face à Mbappé. Voilà. Pour nous, évidemment, l'idée, c'est de mieux gérer tout ce qui est relance. Ce qu'on a un petit peu loupé sur la grosse demi-heure où on a vraiment eu du mal contre Milan à l'AC. Les transitions défensives, bien sûr. Pas prendre de but. Voilà, parce que ils sont toujours pas marqués en fait. 4 matchs de Ligue des Champions, toujours pas de but pour le Milan. En Serie A, vous l'avez vu, même à domicile, ils sont aussi sur une série. Donc voilà, pour eux, c'est quand même compliqué. Ils n'arrivent pas avec de la confiance. Je sais pas s'ils vont jouer la victoire à tout prix, se livrer complètement, sachant que leurs attaquants sont pas forcément en confiance. Ou alors être dans un espèce d'entre-deux et essayer d'aller chercher un match nul qui contenterait tout le monde dans le sens où ça calmerait un petit peu les ardeurs des supporters. Voilà, ils prendraient un point comptablement contre le PSG. Quand même, déjà un point, ce serait plutôt pas mal si on se met à leur place. Donc je ne sais pas trop dans quelle idée ils sont. Est-ce qu'ils pensent au match nul? Est-ce qu'ils pensent plutôt à la victoire à tout prix? Bon, de notre côté, bien sûr, on doit faire le match qu'il faut pour aller s'imposer. Il n'y a pas d'autre solution que la victoire. J'attends particulièrement Mbappé. Je ne l'ai pas évoqué dans ma vidéo d'hier, mais contre Montpellier, malgré sa très belle feinte sur le but de Lee Kang-in, il ne fait pas un bon match. On ne peut pas dire que son match soit mauvais pour autant, mais pas bon non plus. Bien défendu aussi par les Montpelliérains, il faut le noter. Le jeu du PSG qui penchait à droite plutôt qu'à gauche. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il y va sur ce côté droit. C'est pour ça que demain, j'attends aussi de la part d'Mbappé des mouvements sur la largeur. Voilà, des appels de numéro 9, mais aussi des zonés, aller sur le côté droit s'il sent que voilà, ça penche là-bas, que Achraf, Dembélé sont dans un bon soir, qu'il y a la justesse, par exemple, pour le français, pour qu'on maximise un petit peu. Si on se rapproche de la surface, évidemment, on aura forcément besoin des qualités, l'efficacité d'Mbappé dans les grands matchs. Et puis contre Brest, il met un doublé, très bien. Il chambre les supporters, très bien aussi. Mais de l'autre côté, quand après son but à la 28e, l'équipe sombre un petit peu, lui ne surnage pas. C'est-à-dire que c'est comme contre le Milan à l'aller, Mbappé, il marque, ok, mais sur les 20 premières minutes où on est complètement à la rue, lui aussi il l'est.
Il touche même pas un ballon, je crois. Tout ça pour dire que c'est le leader de cette équipe normalement, et j'en attends un petit peu plus dans nos temps faibles, parce que c'est un constat qui s'applique à tous nos joueurs. Il n'y a personne qui arrive dans les temps faibles, à part Warren, en fait. Finalement, il n'y a quasiment que Warren Zaïre-Emery, dans les temps faibles qui surnage. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi des leaders. Un match de foot, c'est pas que des temps forts. Il faut des mecs qui réussissent à faire remonter l'équipe, parce que sinon, les temps faibles, tu t'en sors jamais. Contre Brest, ça a duré quand même trop longtemps. Contre Milan, bon, Mbappé l'a fait, hein, puisqu'il marque, il ouvre le score. Mais voilà, demain, j'espère quand même que même si on se fait un petit peu tanguer, il répondra présent sur les phases de transition offensive, bien évidemment, puisque c'est un excellent contre-attaquant, mais aussi avec ballon, comme je l'ai dit. J'attends beaucoup de mouvements de sa part. Voilà. Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, Kaloulou ne sera pas là, Calabria devrait plus souffrir. Il va falloir évidemment les mettre à l'amende. Bon, la composition. Alors, concernant la structure, bon, on va repartir sur le fameux 4-2-4, hein, avec un milieu excentré. D'ailleurs, ça va être un vrai dilemme qu'on va trancher dans cette vidéo. Deux dilemmes, je pense. Le numéro 9 et le fameux milieu excentré. Le numéro 9 entre Ramos et Colo, et le milieu entre Vitinha et Likanguin. Barcola est un petit peu hors jeu, parce que contre Montpellier, il n'était pas titulaire. Je crois qu'il ne rentre même pas. Contre Brest, il ne fait pas forcément un bon match. Et puis à l'aller, contre Milan, il n'était même pas rentré. Il était sur le banc, il n'était même pas rentré. Bon. Commençons par Donnarumma, bien sûr. Alors, Donnarumma, j'ai un sentiment un peu bizarre avec lui. Je l'adore. Sur la ligne, c'est un excellent gardien. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent un gardien qui fait des arrêts, mais relance pas très bien, plutôt que toute cette génération de gardiens qui te font des ballons téléguidés sur 6 mètres, mais quand il faut arrêter les ballons sur leur ligne, qui sont très mauvais. Voilà. Maintenant, bon, on l'a vu à l'aller, en fait. Rappelez-vous, Donnarumma, première mi-temps, il est à côté des supporters milanais qui font que de l'insulter, le siffler pendant l'échauffement, pendant la première mi-temps, et il est un peu fébrile. Les relances, les parpaings et tout ça. En seconde, il est bien meilleur quand il se retrouve face à ses ultras. Et avant le match, il avait fait une déclaration un petit peu bizarre où il avait dit « Oui, ça va être spécial, il va falloir maîtriser ses émotions et tout ça. » Tu te dis « Oula, pas très rassurant. » Donc, bon, je suis pas très serein avec Donnarumma. Je ne sais pas sur quel mi-temps il sera face à la Curva Sud, mais j'espère que ce sera la mi-temps où on aura des temps forts, parce que si on a des temps faibles et qu'il est avec les liasses de faux billets qui lui tombent sur le coin du nez, bon, ça risque de la foutre mal. Bref, j'espère qu'il va bien gérer ses émotions. Disons que ouais, j'ai un sentiment un petit peu mitigé, mais bon, c'est un sentiment facile à avoir, disons. Hein. Retour à Milan, les supporters milanais en ont fait des caisses, hein. Ils ont fait les stories sur Insta la semaine dernière pour lui dire qu'il n'était pas le bienvenu, qu'ils avaient des colis pour lui. Bon, on imagine facilement les faux billets, les sifflets pour faire la bronca. Voilà, ça fait partie du jeu, évidemment, ça fait partie, et puis on espère qu'il va passer outre. La ligne de défense, bien évidemment Hakimi, que j'attends à la relance, hein, comme j'ai dit hier, contre Brest, il m'a surpris dans ce compartiment de jeu. J'espère qu'il sera bon, parce qu'à l'aller, c'était pas trop ça, contre Newcastle surtout, il avait complètement sombré. Marquinhos aussi contre Newcastle. Donc Marquinhos, bien sûr, je l'attends aussi dans cette dimension-là. Skriniar, plus sur les duels aériens avec Olivier Giroud, hein, qu'il avait très bien géré à l'aller. Et Lucas Hernandez. Lui, Lucas, c'est celui que j'attends le plus. C'est celui que je vais le plus regarder sur la ligne défensive, parce que, encore une fois, au match aller, bah, Pulisic l'a quand même un petit peu mis à l'amende sur certaines situations. Parfois, il est un petit peu en retard, pas très bien placé, même si dans les duels, évidemment, Lucas sera toujours irréprochable parce qu'il met toute la grinta, l'énergie. Et au-delà de la volonté, c'est un très bon défenseur dans les 1 contre 1. Il met le pied au bon moment, il a le bon timing. Il se fait pas déborder parce qu'il a la vitesse pour rattraper son vis-à-vis. Malgré ça, quand même, dans son dos, attention, la prise de profondeur et tout ça. Donc demain, c'est celui que j'attends le plus. Ugarte au milieu de terrain titulaire, bien sûr. Hein. J'espère qu'il va confirmer son bon retour enregistré vendredi contre Montpellier. Puisqu'on se rappelle que son match aller n'était pas exceptionnel, hein, notamment sur la grosse demi-heure où on a peiné. C'était un des moins bons parisiens. Qui avait le plus de déchets, le moins bien placé à la perte de balle et tout ça. Donc demain, j'espère vraiment qu'il va nous apporter ses qualités de contre-pressing. Warren Zaïre-Emery, bien sûr, titulaire, voilà, rien à dire en fait sur lui. Juste contre Montpellier, il met un très beau but, mais en première mi-temps, il est peu en vue, hein, et son but le libère. Ça me fait penser à un autre match où il met un but, c'est Toulouse, je crois.
Alors le but, il n'est pas validé, il est pas validé parce qu'il y a hors-jeu, je crois. Mais en fait, son match était pas bon. Il marque et ça le met en confiance. Ensuite, il est un petit peu libéré. Donc évidemment, c'est ce qui s'est passé contre Montpellier avec un but validé cette fois. Demain, j'espère qu'il y aura un bon match et un bon but. Il faut concrétiser. Meilleur passeur de la Ligue des Champions, les gars, on le rappelle, 3 passes décisives. C'est assez exceptionnel. Et puis, j'aimerais juste pousser un coup de gueule contre les journalistes. Ça fait longtemps, les gars, qu'on leur a pas tapé dessus. Les porte-paroles du club, les porte-paroles des joueurs. Alors, en parlant de porte-parole, on a Dembélé qui a donné une interview à Bertrand Latour et Loïc Tanzi pour l'équipe, je crois. Et surtout Kolo Muani qui va chez Rotten sans flamme. Bon, très bien. Les gars ont le droit de parler, il n'y a pas de problème. Mais sachant que Kolo Muani, on a quand même beaucoup de papiers en ce moment sur son état d'esprit, sur le fait qu'il est très heureux. Donc ça veut dire que son entourage alimente tout ça. Il y avait l'info la semaine dernière comme quoi il fait des entraînements en plus de l'entraînement collectif. Bon, autant vous dire qu'on est sur une manœuvre de communication pour essayer de faire passer la pilule des prestations qui sont quand même assez mauvaises. Et typiquement, les supporters parisiens, à chaque fois, tombent là-dedans. C'est comme Cavani, un petit peu. Alors, loin de moi l'idée de écorcher la légende qu'il est, parce qu'il en est une, bien évidemment. Mais voilà, c'était aussi de la communication un petit peu outrancière. L'exemple Cavani, pourquoi je le sors? Parce que ce week-end, c'était la finale de Copa Libertadores. D'ailleurs, j'étais à Rio, le match se jouait au Maracana, complètement dingue. J'ai été avec les cortèges de Boca Juniors, ils étaient 150 000 Argentins dans la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais de l'autre côté, les mecs s'affichaient fièrement avec leur maillot de Boca Juniors, étaient quand même très, très, très arrogants, les gars, je tiens à le signaler. Et puis surtout, ça s'est castagné, les gars. Il y a carrément eu quelqu'un de poignardé à Copacabana, évidemment, parce que les mecs, voilà, provoquent, mettent leur maillot, ont les bobs de Boca. Bon, les vendeurs à la sauvette ne faisaient pas grand-chose pour améliorer, parce qu'ils vendaient carrément les maillots. Les supporters des autres équipes de Rio, que Fluminense, étaient à fond derrière Boca, dans les favelas, qui sont donc des quartiers acquis à Flamengo, le club de Gerson, pour ceux qui suivaient l'Olympique de Marseille. Ils avaient des maillots de Boca en fait, jusqu'à dans les favelas. Et j'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce que les mecs viennent foutre dans les favelas avec le maillot de Boca? Ils vont se faire littéralement péter la gueule en fait. Il y a des mecs armés, pas à chaque coin de rue, mais aux endroits de deal, tu vois. Et non en fait. Les gens que je connaissais, ils me disaient, en fait, ce sont des mecs des favelas carrément, qui sont pour Boca parce qu'ils sont supporters de Flamengo. Bref, c'était la parenthèse, les gars. Tout ça juste pour dire que l'Amérique du Sud nous met une vitesse en matière de ferveur, tout simplement. Voilà, il y avait des mecs, des Argentins. Faut se rendre compte qu'il y a 2700 bornes entre Buenos Aires et Rio. Et des mecs qui l'ont fait en camping-car. Des Argentins qui l'ont fait en camping-car. Complètement dingue. Bref, et qui dormaient comme ça sur Copacabana. Exceptionnel. Pour revenir sur les médias. Warren Zaïre-Emery. Il devrait être appelé par Didier Deschamps jeudi en équipe de France. Sauf que tout le monde le sait parce que les médias en parlent depuis une semaine. À un moment donné, c'est chiant, tu vois. C'est chiant parce que c'est les mêmes médias qui, en période de mercato, n'ont aucune info, aucune exclusivité. À chaque fois, c'est les médias étrangers, les médias locaux qui nous sortent les exclus des transferts du PSG. Voilà. Nous, ils se contentent de relayer ce que dit le cabinet de Nasser, porte-parole officielle. Et une fois qu'ils ont une info, c'est un spoil. Donc à un moment donné, les gars, si on perd en attractivité, si on suit moins le foot en équipe nationale, c'est comme le retour de Karim Benzema. Voilà, à un moment donné, quand tout le monde le sait, il n'y a plus aucune hype en fait. Ces moments-là, ils nous manquent en fait. Voilà, à un moment donné, on s'en fout de le savoir à l'avance en fait. Ça nous apporte rien. Et ça aurait été tellement beau en fait de le voir appelé comme ça par surprise. Parce que là, les gars, on va pas se mentir, il va être appelé et puis on le sait. Et limite, ça met la pression sur Didier Deschamps parce que limite, le sélectionneur est obligé maintenant d'appeler Warren, parce que s'il ne l'appelle pas, en fait, il sera obligé de lui passer un coup de fil pour s'expliquer, tellement ça a fuité dans les médias. Bref, exceptionnel. Concernant le milieu de terrain, petite parenthèse sur Fabien Ruiz, qui a encore fait une bonne entrée contre Montpellier ce week-end, touche technique, et je crois qu'il a une frappe. Et contre Brest, la semaine dernière, il est titulaire. Alors, il est bon en première mi-temps, comme d'habitude. Il est bon quand l'équipe va bien. Il est très mauvais quand l'équipe va mal. Encore un joueur qui n'arrive pas à surnager et qui même plonge complètement quand l'équipe plonge. C'est pour ça que, pour moi, ce sera jamais un titulaire en puissance et que demain, il faut le faire... faut quand même le faire rentrer, les gars. On parle de Lee Kang-in, mais les gars, j'aimerais mettre en avant Fabien Ruiz, qui fait quand même un très bon début de saison.
pardonnez-moi, sur ses entrées, sur les matchs qu'il commence, il est très bon. Rappelez-vous de son match contre Strasbourg. Ses entrées, c'était contre qui? Contre Dortmund, si je dis pas de bêtises, contre Montpellier vendredi. Donc voilà, demain, personnellement, je le fais rentrer en fait, parce qu'il apporte, si on gagne, parce qu'il apporte cette touche technique, cette maîtrise et tout ça. Passons au poste de milieu gauche, évidemment, avec donc Lee Kang-in, qui est en pleine bourre, là, après son entrée magnifique contre Milan. Il a été titulaire les 2 fois contre Brest et Montpellier, passe décisive contre Brest, but contre Montpellier. Alors, je lui trouvais pas une telle finition, hein. Même si contre Brest, il a un petit peu croqué en tirant sur le gardien en première mi-temps. Son but contre Montpellier est quand même très très beau, tout comme celui qu'il met contre Milan. En fait, c'est 2 buts qui témoignent vraiment d'une sérénité, d'une exécution technique du dernier geste qui me paraissait pas aussi bonne, en fait. Donc voilà, je suis très content pour lui. Maintenant, les gars, je dois vous le dire, je titularise Vitinha plutôt que Lee. Alors, je vais me faire des ennemis parce que c'est le joueur tendance, hein, je pense que la plupart le titularisent, mais personnellement, pourquoi? Quand Lee Kang-in est à gauche, alors, contre Brest, il était à droite. Il fait sa passe décisive, justement, depuis la droite du terrain. Sa passe D pour Mbappé. Contre Montpellier, alors à la demi-heure, il interchange avec Barcola. Et ensuite, les deux sont pas bons. Hein. Barcola à droite et Lee Kang-in à gauche sont pas bons. Contre Montpellier, il est à gauche. Il fait un bon match. Il est très juste, il marque un but, très bien. Mais pour distribuer, et là je parle de sa relation avec Mbappé qui est notre facteur X en Ligue des Champions, il faut le mettre dans les meilleures dispositions, Mbappé, Lee Kang-in était moins à l'aise. Pourquoi? Déjà parce que par rapport à Vitinha, il a beaucoup moins de matchs aux côtés d'Mbappé sur ce côté gauche. Il a été un petit peu baladé. Hein. Les premiers matchs de la saison, je rappelle que Lee les joue sans Mbappé qui était au loft à ce moment-là. Il a joué aussi à droite sur son retour de trêve internationale qui a duré 1 mois, et de blessure aussi. Et comme il est gaucher, quand il se retrouve sur le côté gauche, le problème c'est que les angles de passe, il ne les trouve pas. Et comme je l'ai dit, moi, la qualité qui me plaît le plus chez lui et que j'ai envie de mettre le plus en avant pour le collectif, c'est sa capacité à faire jouer ses partenaires, à distribuer. À gauche, il n'est pas à l'aise parce qu'il n'est pas sur son bon pied. Même aussi au niveau de la tête, pour chercher les lignes de passe, c'est plus compliqué pour lui. C'est pour ça que personnellement, demain, je préfère mettre Vitinha. D'abord parce que lui aussi est dans une belle forme. Hein. Contre Rennes, il te met un super but. Contre Montpellier, il rentre. Il met un but, hein, voilà, un vrai but. Et avec Mbappé, c'est celui qui marche le mieux quand même. Hein. Les deux sont assez complémentaires. En fait, ce côté gauche, ça m'embête un peu de voir Vitinha démarrer la saison. Ensuite, on a eu la période Barcola contre Clermont, contre Strasbourg, contre Marseille. Et maintenant, on a la période Lee Kang-in. À un moment donné, j'aimerais avoir un vrai 11. Alors, je sais bien, Luis Enrique le dit, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de 11 titulaire. Mais à un moment donné, Vitinha a certes été titulaire à l'aller, mais contre Brest, match à l'extérieur compliqué, il n'est pas titulaire. Contre Newcastle, match à l'extérieur compliqué, il n'est pas titulaire. Contre Marseille, il n'est pas titulaire. Et je pense que Lee Kang-in rentre mieux en cours de jeu qu'un Vitinha. Contre Montpellier, évidemment, ça me donne tort parce que Vitinha marque un but en rentrant, mais contre Brest, par exemple, son entrée n'est absolument pas transcendante. Voilà. Contre Newcastle, pareil, il change pas grand-chose au fil du match, même si le score était quand même déjà fait au moment où il rentre. Même s'il rentre quand même assez tôt dans le match, hein, je crois que c'est à l'heure de jeu qu'il remplace Ugarte à St. James Park, et au final, il change pas grand-chose. Alors que Lee, contre Milan, il rentre, il marque, et je le trouve quand même beaucoup plus électrique, disons, qu'un Vitinha quand tu fais du coaching. Déjà que tu fais rentrer probablement... En fait, le truc, c'est que Vitinha, s'il rentre, c'est ça pour apporter sa justesse technique, pour de la tranquillité, pour apporter du contrôle. Le problème, c'est que sur le banc, tu as déjà Fabian Ruiz pour ça. Donc, je préfère mettre Lee Kang-in à côté de Fabian Ruiz sur le banc, faire rentrer les deux, comme ça, tu as un joueur de contrôle, un joueur électrique, et Vitinha titulaire dès le début du match, parce que Vitinha a plus d'expérience que Lee dans cette équipe. Hein. On rappelle que ce côté gauche avec Mbappé, il faut que Lee le travaille encore. Hein. C'est pas parfait. Et Mbappé est notre facteur X. Il faut absolument que la relation soit bonne entre les deux. Contre Montpellier, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors que Vitinha s'entend beaucoup mieux avec Mbappé pour la perte de balle, voilà, gérer le côté, permettre à Mbappé de dézonner et tout ça. Voilà. En attaque. Alors en attaque, c'est compliqué parce que pour les deux, Kolo Muani et Gonzalo Ramos, pour trouver de la progression, il faut aller chercher très loin. Si tu restes superficiel, c'est très difficile de dire
le Kolo Muani de début septembre, le Kolo Muani d'aujourd'hui, c'est pas le même. Il a progressé. C'est très difficile. Et c'est pareil pour Ramos. Pour Kolo, par exemple, contre Montpellier, bon, il est titulaire. Il n'y a pas grand-chose à tirer de son match, si ce n'est une tête sur un corner. On sait que maintenant, on les bosse à l'entraînement parce qu'on les tire premier poteau. Justement, on l'a trouvé premier poteau. Sachant que c'est un défaut, il n'a pas un bon jeu de tête. Voilà, réussir à le trouver dans ce compartiment, ça peut être quelque chose de bien. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui est marrant dans ce duel, c'est qu'à chaque fois, il y en a un qui est titulaire et un autre qui rentre en cours de jeu. Et à chaque fois, tout de suite après le match, celui qui gagne des points, c'est celui qui rentre. Contre Rennes, Gonzalo Ramos est titulaire, Kolo Muani rentre, marque direct et donc marque des points. Contre Strasbourg, ça c'est un peu moins vu parce que Ramos était titulaire, il fait pas un bon match, et puis Kolo Muani n'est pas titulaire, il fait une rentrée d'alcoolique. Mais contre Brest, c'est Ramos qui est titulaire, Kolo Muani rentre. Alors il fait pas une excellente entrée, hein, il est pas flamboyant, hein, ses premiers ballons sont pas très bien négociés, mais il va quand même chercher un penalty, ce qui est déjà mieux que le reste du match de Gonzalo. Et puis vendredi contre Montpellier, c'est Kolo qui est titulaire, Ramos rentre, et Ramos est déjà un but hors jeu, un magnifique but. D'ailleurs, je crois que c'est même pas lui qui est hors jeu sur l'action. Encore un but de la tête d'ailleurs, comme celui contre Marseille où il reprend un centre tendu de Dembélé qui est magnifique. Et surtout, dos au but, il est meilleur que Kolo Muani Ramos vendredi soir. Donc c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'à chaque fois, c'est celui qui rentre en cours de jeu qui se montre à son avantage. Bon, c'est très difficile de lire ce que va faire Luis Enrique. Autant sur le duel Vitinha-Lee, je pense que Luis Enrique va préférer Vitinha. Autant sur Kolo Muani et Gonzalo Ramos, je pense quand même que notre entraîneur préfère Kolo Muani. Mais, par exemple, contre Strasbourg, Ramos est titulaire. Au final, c'est Kolo Muani qui est titulaire le match d'après. Contre Newcastle, Contre Newcastle, je crois que c'est Gonzalo Ramos qui est titulaire au match d'avant. Et Kolo Muani qui l'est à St. James Park. Je crois que c'est ça. Contre Brest, Kolo Muani marque contre Milan. Contre Brest, c'est Gonzalo Ramos qui est titulaire. Contre Montpellier, c'est Kolo qui est titulaire. Et là, demain, on ne sait pas trop. Vraiment, ça interchange. C'est assez dingue. Contre Strasbourg, Ramos titulaire. Kolo titulaire 4 jours après contre Milan. Bon, bref. C'est très compliqué de lire Luis Enrique sur ce poste-là. Bon, au match aller, Kolo Muani avait pas fait un mauvais match. On avait vu un petit peu du mieux, notamment en première mi-temps. De toute façon, en seconde, à chaque fois, Kolo Muani perd en intensité parce que physiquement, il ne suit plus. Il perd sa lucidité. Et ça, c'est un problème qu'il bosse donc au-delà des entraînements avec un préparateur physique. Mais le problème de Kolo, c'est qu'au match aller, il fait un bon match. Ça me paraît quand même être un grand mot. Le problème, c'est que les bonnes actions qu'il fait, c'est quand il part de l'axe, quand il va sur le côté, qu'il dézone, alors que sur le papier, il est numéro 9, axial. Il doit titiller les deux défenseurs centraux, en fait. J'aurais tendance, dans la dimension collective, à préférer Gonzalo Ramos, mais dans le dernier tiers, je trouve Gonzalo trop peu juste, en fait. C'est même pas Kolo Muani qui est meilleur que Ramos dans le dernier tiers, c'est Ramos qui est vraiment... J'ai vraiment pas confiance en lui dans le dernier tiers sur la Ligue des Champions. Je trouve que c'est vraiment pas... Alors après, dans le jeu, tu me diras, il est plus juste que Kolo. Mais personnellement, bon, si Luis Enrique titularise Kolo demain, ça me choquerait pas. Je pense que Luis Enrique préfère Kolo Muani à Ramos. Perso, allez, je pars sur Kolo Muani. Donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. Et puis bien sûr, en cours de jeu, je fais rentrer Fabian Ruiz, Lee Kang-in et Gonzalo Ramos si Kolo Muani flanche et fait un mauvais match. Après, si Kolo Muani fait un bon match et physiquement est bien en seconde mi-temps, je le laisse sur le terrain, tu vois, pour essayer de lui faire prendre confiance, gratter un but, une passe décisive, parce que là, c'est... Enfin, pour nos deux neufs, de toute façon, la structure est faite d'une telle façon que tu ne les mettras pas vraiment en valeur jamais, quoi. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve donc jeudi, puisque demain je serai au stade. Il n'y aura pas forcément, je pense pas, de débrief. Peut-être dans la nuit, je pourrais faire un débrief que je posterai le lendemain. Et encore, je ne sais pas si je vais bien voir le match en fait du stade. C'est pour ça aussi. Pour faire un débrief, il faut une vraie analyse. Là, je vais être avec mes potes, tu vois. Je ne sais pas trop si je vais regarder le match, me concentrer dessus, comme je le fais quand je suis tout seul, avec le bloc-notes et tout ça. Bonne soirée les gars. Ciao.